Bonjour, Akiboba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. On va parler quand même d'une notion en marché public qui est vue aujourd'hui comme une très bonne solution aux acquisitions que font nos administrations publiques. Il s'agit de la notion de centrale d'achat. La notion de centrale d'achat. Et comme vous le savez, la centrale d'achat a beaucoup d'avantages. Dont certains sont beaucoup plus mis en avant que d'autres. Mais à côté de ces avantages, vous pourrez aussi avoir une série de risques qu'il convient quand même d'énumérer et d'atténuer en fonction des principales sources et en fonction des principales conséquences aussi que cela pourrait engendrer. En termes d'avantages connus, certes, vous avez la question de mutualisation, la mutualisation quand même des commandes qui vont avoir pour incidence directe, bien sûr, de baisser le niveau des prix parce que vous avez de grosses commandes que vous effectuez à travers une centrale d'achat. Donc, ça va faire baisser les prix à cause du volume qui est nettement plus grand. Donc, prix en bas parce que volume élevé. Vous avez le volume qui est très élevé. Et c'est une solution aussi des centrales d'achat pour permettre de canaliser les achats qui ne sont pas en réalité pertinents. Donc, ça va permettre de faire, au lieu de faire 50 achats avec des procédures différentes, ayant pour objectif de régler le même besoin, on peut faire une seule procédure à travers une seule centrale d'achat. Donc, il y a apparemment, et de façon évidente aussi, une question d'efficience. Et dans l'efficience, il y a beaucoup plus de la dynamique optimisation qui est recherchée à travers, bien sûr, si vous voulez, deux paramètres, le value for money. Le value for money qui est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez avoir. Et aussi, bien sûr, la dynamique liée. Parce que le prix ici, c'est important parce qu'il y a des prix. Rapport qualité-prix, pourquoi? Parce que si on avait commandé une petite quantité de façon décentralisée, on n'aurait pas pu peut-être avoir un niveau de prix satisfaisant et une qualité suffisante. Mais ici, lorsque vous avez le gros volume, vous avez des marges de négociation très élevées et des marges d'exigence très élevées qui vous permettent quand même d'avoir des qualités, d'exiger des qualités nettement plus optimales à de meilleurs tarifs. Donc, vous voyez, il y a le value for money qui se retrouve avantagé. Et vous avez ici au niveau de la centrale d'achat, vous avez aussi la question du fit for purpose. Fit for purpose, c'est l'adaptation aux besoins. Mais ici, attention, le fit for purpose pourrait être un inconvénient dans certains cas. Et c'est justement là qu'on va migrer très vite sur quand même les gros facteurs à risque de la mise en œuvre d'une centrale d'achat. Et vous verrez justement que c'est pour ça que ce n'est pas une solution universelle. Même au niveau d'un pays, il n'y a pas une centrale d'achat qui coordonne tout. Même si vous avez des pays aujourd'hui ou des villes même qui se comportent, si vous regardez, comme des centrales d'achat. Je vais y revenir. La première incidence ici, c'est que ça élimine automatiquement les PME. Ça élimine les PME parce que vous avez de très gros volumes auxquels les PME ne pourront pas avoir accès. Les entreprises naissantes, les PME sont automatiquement exclues. Donc, ce sont les grandes entreprises qui sont automatiquement concernées par les acquisitions faites par les centrales d'achat. C'est le premier gros risque. Alors que si vous regardez les marchés publics même, ont pour rôle quand même de favoriser la croissance et le dynamisme des PME. Donc, cela pourrait être un handicap. De l'autre côté, vous risquez de ne pas avoir vous risquez d'avoir plutôt une non-satisfaction des besoins fonctionnels. Et si vous voulez spécifique. Parce que lorsque la centrale d'achat commande, c'est qu'elle regroupe des besoins, qu'elle commande de même nature. Mais le souci, c'est que ces besoins-là peuvent être en termes de nature identiques, mais différentes en termes de spécification ou en termes de besoins fonctionnels. On peut commander, je suppose, pour 15 administrations
1000 laptops, mais en fait, ce sont les mêmes caractéristiques et autres sur le plan technique, mais vous allez avoir deux administrations en réalité qui ne veulent pas faire la même utilisation de ce laptop. L'autre, c'est peut-être pour développer des applications, donc il faut des systèmes de sécurité nettement plus élevés. Et l'autre, c'est pour des besoins peut-être tactiques, des besoins bureautiques et autres. Donc vous voyez, quand on commande gros comme ça, c'est une centrale d'achat, les besoins spécifiques de chaque administration qui ont leur commande à travers la centrale d'achat peuvent ne pas être satisfaits. C'est un petit risque à ce niveau. Le troisième risque, il est purement juridique, c'est que vous pourrez ne pas avoir une très belle superposition des régimes juridiques des différentes entités parce que dans un pays, vous avez une administration publique, collectivité locale, société d'État, il y avait des régimes qui sont différents, agences. Donc, ces régimes juridiques-là et leur marge de manœuvre au niveau même des procédures de contractualisation, de paiement, peuvent ne pas être identiques. Donc, on peut avoir comme handicap la non, si je le dis ainsi, superposition des régimes juridiques. Et ces régimes juridiques-là, j'ai mis tout dedans, comme vous le voyez. Et un des points encore, je vais faire 4 ici. Le dernier point, c'est le risque logistique, hein, qui ici est hybride parce que ça peut être OK, comme ça peut être non. Parce que le risque logistique ici peut être un avantage, attention. Ça peut être ici aussi le risque la logistique. Ça peut avoir un avantage logistique comme ça peut être constitué un risque logistique au même moment. L'avantage logistique, peut-être s'il est ici, c'est que ça va permettre d'avoir toutes les commandes en all-in-one, en une seule fois. Plutôt que d'avoir 1000 commandes, l'autre vient maintenant, l'autre vient pas maintenant, les incoterms sont différents. Vous voyez un peu, l'autre il veut qu'on le livre au port parce que cette société a déjà son transitaire, mais l'autre dit non, on me livre en DDP. L'autre non, c'est ex-work parce qu'on a nos transitaires dans le pays, donc il y a tout ça. Vous voyez, donc les prix et les incoterms qui vont avec peuvent être différents. Donc ça peut être vraiment, ça peut créer un tout petit peu cela. Donc l'avantage ici, c'est que ça va permettre à chaque entité, selon cet avantage, le fait qu'ils aient de transitaires, les questions d'assurance, de prendre les meilleures dispositions qui vont avec son acquisition. Mais attention, ça peut être aussi un problème parce que si vous avez, je suppose, je prends le cas des 1000 ordinateurs, ces 1000 ordinateurs, si c'est livré, selon un seul incoterm, bien sûr, supposons que c'est du DDP, c'est qu'après, il va falloir dispatcher au niveau peut-être des 50 acheteurs publics. Et c'est là qu'il y a un risque qu'on appelle le risque de dernier kilomètre en logistique. Parce que les choses peuvent ne pas être, d'autres peut-être qu'il faut livrer dans telle localité, il y a des risques sécuritaires, d'autres il faut livrer ici, d'autres il faut livrer ici. Donc, ça peut faire en sorte que le risque lié au dernier kilomètre peut être accru au niveau de chaque liaison. Et si vous regardez même, c'est que l'un des gros risques aussi, c'est que suffisamment en amont, si vous commandez les 1000 et que les 1000 ont de problèmes pour arriver, c'est que vous pénalisez toutes peut-être les administrations qui ont commandé à travers cette centrale d'achat. Alors que si elles avaient commandé séparément, d'autres auraient peut-être eu, d'autres pas encore et autres. Ça aurait atténué le risque. Donc c'est ici, il faut faire un très gros effort logistique et atténuer les risques logistiques pour que ça ne soit pas un problème pour la centrale d'achat. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Et l'autre chose que je vais ajouter, c'est qu'il ne faudrait pas confondre, parce que la confusion est vite faite, il ne faudrait pas confondre centrale d'achat et groupement de commandes. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. La centrale d'achat a une personnalité juridique. Le groupement de commandes, non. C'est juste un joint venture pour faire une acquisition. Comme vous vous en rendez compte, même dans les marchés publics, les groupements ne sont pas des entreprises, ce sont des groupements d'entreprises. Soit pour ce marché, on signe un accord de groupement pour faire, en réalité, pour candidater pour un marché. C'est de la même manière qu'on peut faire un groupement de commandes. Donc, il n'y a pas de personnalité juridique. Alors que la centrale d'achat, il y a une personnalité juridique, elle est une entité morale à ce niveau-là. C'est la différence. Donc, il ne faudrait pas confondre les deux notions. Et je peux même vous dire que si vous regardez tout ça, moi, je suis actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et l'une des spécificités de Dubaï, c'est aujourd'hui reconnu, c'est que si vous regardez bien comment est-ce que les Émirats Arabes Unis fonctionnent, notamment la politique de Dubaï, vous allez remarquer que beaucoup vous disent à Dubaï, tel est moins cher, les choses sont plus accessibles à Dubaï. Mais ces choses-là ne sont pas fabriquées par les Émirats Arabes Unis. Et vous vous demandez, mais pourquoi ce n'est pas fabriqué par les Émirats Arabes Unis, mais tout le monde court pour aller acheter aux Émirats Arabes Unis alors que c'est d'autres pays qui fabriquent. C'est là le paradoxe. C'est parce qu'en réalité, si vous regardez la politique
de gestion des achats publics ou même privés tactiques de Dubaï, en réalité, moi je le dis, c'est une centrale d'achat à ciel ouvert. Si vous regardez comment le mécanisme de fonctionnement de Dubaï, c'est une centrale d'achat à ciel ouvert qui ne dit pas son nom. C'est ce qu'ils font dans leur fonctionnement. On pourrait revenir dans d'autres vidéos, leur politique fiscale qu'ils ont mis en place pour favoriser, pour supporter le risque. C'est-à-dire, dans d'autres systèmes, tu commandes 10 camions. Dès que ça arrive au port, tu dédouanes les 10 camions à un prix très élevé. Et quand tu vas en boutique, peut-être dans ton showroom pour vendre, tu payes encore des taxes à la vente et autres, tout cela. Et si tu ne vends pas, l'État a déjà pris les taxes qui vont avec. Alors que eux ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si tu fais importer, nous on supporte le risque avec toi. C'est quand tu vends que nous on prend de l'argent sur toi. Vous voyez? Et ils ont une TVA aujourd'hui, la VAT qui fait 5% par exemple. La TVA fait 5% ici. Donc, ils ont mis un système en place où c'est plus facile d'importer. Et ça a un revers parce que quand vous avez un système tellement où c'est facile d'importer, ça sape l'effort national où les gens se disent mais ce n'est plus la peine de produire, ce n'est plus la peine de faire des efforts pour produire des choses, on peut tout importer. Il vaut mieux juste importer. Ça va dynamiser votre port à l'importation et ça va rendre votre balance commerciale un peu déséquilibrée. Mais ce sont des risques, je pense qu'ils en sont conscients, qu'ils gèrent en fonction. Pour le moment, ça leur marche, ça a des revers, mais ils essaient de gérer. Donc, ils ont décidé, c'est un choix assumé apparemment de fonctionner comme une centrale d'achat à ciel ouvert. Donc, voilà un peu la petite transition que je voulais faire par rapport à ce que j'ai dit ici. Parce que vous imaginez, vous êtes, je sais pas, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous commandez 1000. Mais à Dubaï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regrouper toutes les commandes et commander en un. Ce qui fait qu'ils arrivent même à bénéficier de mesures normatives. C'est-à-dire qu'ils commandent aujourd'hui des choses où ils imposent la norme GCC, Gulf Community Council. C'est-à-dire qu'ils veulent que les achats qu'ils font soient conformes à une norme qu'ils imposent, qu'on appelle la norme GCC. Et vous allez voir dans les acquisitions, il y a des acquisitions qui sont conformes à la norme GCC. Nous, on n'a pas cette norme, on n'a pas de norme dans nos pays par rapport à des normes spécifiques communautaires et autres. C'est difficile. Parce qu'on commande de façon isolée, de petites commandes de façon isolée. Donc, quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas t'imposer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent de façon très groupée, parfois avec d'autres pays de la sous-région. Ça passe par le port de Dubaï, c'est dispatché dans les autres pays à travers les voies terrestres et autres, ou même voies maritimes. Et ça leur permet de bénéficier de gros avantages en termes de prix, ce qui fait qu'ils sont très concurrentiels et aussi de pouvoir imposer certaines normes. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des acquisitions que vous faites qui sont spécifiquement normes GCC. Donc, voilà un peu les avantages que cela pourrait avoir. Mais attention, ce n'est pas sans revers, comme je l'ai dit. Il y a des revers que cela va impliquer. Et il y a des handicaps qu'il faut gérer, des risques qu'il faut atténuer. Merci beaucoup.